Hey, bon matin tout le monde, bon après-midi si vous l'écoutez l'après-midi, puis bonsoir sinon. C'est ça le podcasting. Euh, c'est la dernière avant un petit bout pour Vincent qui s'en va quelques semaines en vacances, reprendre des énergies. Tu sais, c'est fatigant le podcast, je veux dire, c'est son gros moment dans sa semaine. C'est quand même. Donc, on commence avec aujourd'hui 10 minutes de retard. C'est sûrement vrai pour le premier ministre, par contre. Quand il tape son affaire, là, son entrevue avec Bill, Hein? c'est clair que c'est le truc le plus forçant qu'il a fait dans sa semaine. Hey, j'ai été voir les avis Spotify, voir s'il y en avait un peu. Là. Un, il n'y en a pas beaucoup. Puis deux, ça doit être un des podcasts avec la pire note que j'ai vue sur Spotify. L'affaire, c'est que tu es là, tu dis, ah, mais ça, c'est juste des trolls qui sont allés. Non, non, si tu veux mettre un avis sur Spotify, il faut que tu écoutes un podcast. Oh, Ça ouais, veut dire, ça veut dire que tout le monde qui a fait l'effort de mettre un 2 sur 5 ou un 1 sur 5, dites-vous une chose. Ils ont minimalement écouté une couple de minutes. Là. Ils ont écouté un épisode. Ils savent de quoi ils parlent. Hey, by the way, profitez-en donc pour mettre des avis au trio économique tant qu'à ça. Tant qu'à aller voir comment le premier ministre performe très mal dans son podcast sur Spotify, passez par le trio, mettre un petit avis positif. On sait que c'est l'été qui s'en vient pour vous autres. Vous êtes en retard dans vos trios économiques, fait que vous êtes peut-être en train d'écouter cet épisode-là en février 2026. Ouais, mais c'est un peu ça, hein, le podcasting, pareil. Puis je pense que de tout ce qu'on produit, Frank et moi, le trio économique, c'est le plus intemporel de la gang. C'est celui vraiment que les gens se font un devoir d'écouter. Puis les écoutes pendant l'été, c'est quasiment du simple au double, honnêtement, parce que les gens essaient de faire du rattrapage. Donc, on vous souhaite une très, très, très bonne écoute estivale. Yes. Il faut aussi souligner que l'édition du 10e anniversaire... c'est là que je m'en allais. Ouais. Vas-y. L'édition du 10e anniversaire du Grand Rattrapage au déclin tranquille est maintenant disponible sur Amazon. Hey, Vincent, il était tout excité. Il m'envoie ça. Yann, partage ça, tu vas voir Tata. Le Tata, il réalise pas que notre public est canadien. Il m'envoie le lien.com. Ça, c'est du grand Vincent Gelozo. Puis en plus, sur son lien.ca, il vendait 25$. Mute. T'as pas le contrôle là-dessus, buddy. C'est moi qui le contrôle. Donc, c'est ça. Je l'ai ici. Les gens peuvent l'avoir en format électronique et en format paperback. Donc... il est sorti, là, le livre Yep, papier? le paperback est sorti. Good. Yep, donc je la raison pour les besoins de la cause. Donc, si vous... en fait, le plus simple, c'est que vous faites juste chercher Vincent Gelozo sur Amazon. Vous allez tomber dessus directement. Et c'est cette version-là qui est la bonne. Parce qu'il y a encore l'ancienne version, je pense, qui peut être vendue par des tiers. Là. Évidemment, tu ne peux pas empêcher s'il y a une bibliothèque qui l'a quelque part et qui va... Une librairie qui va à vendre, ils peuvent le faire. Là. Donc, c'est la version ici avec la pastille écrit 10e anniversaire. Et il n'y a plus de référence à la maison d'édition, là, pour des raisons. Si tu veux l'expliquer, tu peux l'expliquer. Mais bref, c'est pas pertinent. Non, mais tout ça pour dire que maintenant, le livre t'appartient entièrement. Puis il est maintenant 100% Gelozo. Il est propriétaire de la maison d'édition Caribbean Island. J'ai failli te demander quand tu m'aidais à l'arranger parce qu'il me restait juste le PDF, malheureusement, du fichier. En disant il y a des fichiers qui se sont perdus. Fait qu'il restait vraiment juste le PDF. C'est pour ça que je te demandais de faire des modifs. J'ai failli te demander aussi de mettre sur le front page Caribbean Island comme étant la maison d'édition qui aurait été excellente. C'est vraiment un bon nom, je trouve. Ça serait une excellente maison. Ouais. Je pense que pour le prochain, là, que je suis en train d'écrire... Tu serais pas subventionné, par exemple. Non, mais pour le prochain qu'on est en train d'écrire, que je veux écrire pour Autour du monde en 80 idées, là, qui est comme 80... c'est un recueil de textes d'opinion que j'ai déjà écrit ou de nouveaux textes d'opinion, puis c'est comme 80 idées libérales, point barre. Je pense que je vais mettre Caribbean Island sur la front page. C'est soit Caribbean Island ou les éditions Make the PLQ Liberal Again. En fait, je pense que je devrais nommer un des articles comme ça.
Je Mais là, pense que t'es-tu en train de dire que tu es capable de faire un livre au complet, de qualité, avec des références, de l'éditer, de créer une page couverture par toi-même, de mettre ça sur Amazon, puis de le vendre par toi-même avec un réseau de distribution plus efficace qu'une librairie? C'est tout faisable par un Québécois, ça. Yep. En fait, j'ai probablement vendu plus de copies que les livres que l'Iris réussit à publier. Mais sérieusement, je suis vraiment content que tu aies repris tes droits d'auteur sur ton livre, sérieusement. Moi aussi. Parce que moi, si j'ai un regret, ben c'est ça, c'est le livre que j'ai publié dans Détail millionnaire. J'aurais aimé ça, faire comme toi. Tu sais, présentement, là, le livre il est vieux de 5 ans, il y aurait des tables à mettre à jour à l'intérieur, puis tout ça. Puis j'ai pas le goût de faire ça pour l'éditeur actuel. Tu sais, c'est genre, go fuck yourself, man. C'est pas moi qui va éditer ton livre, puis Puis ils remettre vont te tout donner ça à des jour. puis ils vont te donner des peanuts pour, puis après ça, tu vas avoir à gérer le gars des coms, le gars d'édition. Non. Je suis tellement pas content d'avoir fait affaire avec un éditeur, sérieusement. Là. Je trouve tellement que c'est un milieu merdique. Là. Crosseur, subventionné. Ça n'a pas lieu d'être subventionné. Regardez comment c'est facile d'écrire un livre, comment c'est facile de le distribuer aujourd'hui. Il n'y a pas lieu d'avoir aucune subvention dans le milieu du livre. Aucune. Non. C'est pas une industrie qui a besoin de subvention du tout. Écoute, tu le vends combien? 8,99? Le Kindle, voyons, le paperback, je pense qu'il est à 24 ou 25, quelque chose comme ça. Je l'avais mis 17 US, là. Ah ouais, c'est ça, ils font en conversion. Oui, c'est parce que la plateforme ne me permet pas, en passant, la raison que je t'ai envoyé le lien Amazon, c'est que dès que tu vas sur Kindle Direct Publishing, il va te transférer automatiquement vers le .com. Fait que quand il fait le setup, la seule option qu'il t'offre, c'est de distribuer principalement via le .com, puis après, tu as des options de distribuer par région, puis ça affecte la publicité qu'eux, ils font, mais aussi ton coût puis ta royauté que tu peux avoir. Fait que le lien principal, c'est toujours qu'ils m'envoient par courriel. Eux, c'est toujours le .com. Fait que j'avais pas remarqué. Ça doit être parce que tu es localisé aux États-Unis, parce que moi, ça n'avait pas fait ça. Fait que là, tu l'as distribué .ca, .fr, probablement? Oui, c'est les deux que j'ai en tête. Là. Je vais programmer une série de tweets pour rappeler aux gens de le racheter. Mais tu sais, juste pour les auditeurs, qu'est-ce que j'ai ajouté? Je pense, j'ai pas changé le texte principal, mais j'ai ajouté la préface qui répond aux critiques. Les 3 plus gros critiques qu'il y a eu, c'est Guy Breton, j'arrête pas de faire l'erreur à chaque fois, qui est le gars du rapport parent qui dit qu'il fallait nationaliser l'éducation au complet, puis que ce qu'on a de nationalisé au Québec, c'est pas assez. Tu avais Pierre Fortin, puis tu avais l'ancien terroriste du FLQ, on va l'appeler comme ça. Il y en a plusieurs, il faut que tu précises. Ben, Robert Comeau, là, qui était un prof, il était un membre de la cellule Vigée du Front de libération du Québec. Dans un show de télé, il m'a attaqué comme du poisson pourri. Qu'est-ce qu'il fait dans un show de télé, pareil? Ben, il est professeur à l'UQAM, ce gars-là. Qu'est-ce qu'il fait à l'UQAM? Il est professeur d'histoire. Mais il est l'éditeur du bulletin d'histoire politique du Québec. Oh, mais si t'es mais ce gars-là, je m'excuse, mais j'ai jamais compris pourquoi il a été membre actif du FLQ. Pas genre. T'es disqualifié pour des jobs publics dans ce temps-là. Oh ouais, tu sais, t'étais pas que t'étais jeune, puis voyons, puis insouciant, puis que. Non, t'as été un membre actif du Front de libération du Québec dans les années 60. Puis à cette époque-là, dans les années 60 et 70, à cette époque-là, tu étais dans ta début vingtaine, tu étais jeune, tu n'étais pas si jeune que ça. Puis il était membre pendant la crise d'octobre. Plus tard, il a condamné les méthodes, mais je m'excuse, mais j'ai jamais compris. Tu devrais pas avoir de crédibilité qui t'est donnée si tu as participé à ça. Je m'excuse, c'était un groupe qui défendait l'utilisation de la violence. Puis en fait, une des choses que je trouve les plus déplorables au Québec, c'est comment est-ce qu'on a normalisé les gens du FLQ. Puis je dis ça comme souverainiste, by the way. Hein? Je dis ça comme un gars. Tu te rends compte qu'on est en train d'essayer de canceller Dominique Moret parce qu'il a utilisé une expression au maire de Québec qui disait qu'il en fumait du bon, grosso modo?
Oui, mais par contre, on peut toujours coexister, on peut toujours exister si on défend l'utilisation de la violence dans certains contextes. On peut être Ouais, Aurélie on peut Langto faire puis dire, l'appel de on sauter des peut, pipelines puis de faire ouais, du puis dire que je sabotage. comprends, je comprends l'émotion. C'est comme, non, Mais tu c'est quand peux. que ça arrête, ça, Vincent? Ben, c'est que. Je le sais C'est. pas. Moi, si je le savais, je le dirais Ouais. pas. Puis je parierais là-dessus. En fait, c'est Pierre Curzi, à un moment donné, il était interviewé à la radio. Je me souviens plus c'était quoi le sujet. Mais il avait lâché une phrase du genre, parce que l'animateur lui posait la question, ouais, mais comment ça se fait que quand c'est justement des gens comme ça qui sont dans votre famille politique, là, c'est toujours moins grave? Puis il avait répondu un truc du genre, c'est parce qu'ils ont le cœur sur la main. Ah. Là, t'es comme, OK, fait que dans le fond, si toi, tu juges la cause bonne, ben, c'est la vieille fameuse phrase des trotskistes, là, tu sais, c'est la fin justifie les moyens, mais la fin ne justifie jamais les moyens. Je suis désolé, là, si tu fais des saloperies comme moyen, la fin va être une saloperie aussi. Là. Mais c'est aussi le genre de gens que s'ils prennent le pouvoir, ils vont dire la phrase du dictateur bolivien, péruvien ou bolivien qui avait dit pour mes amis, tout. Pour mes ennemis, la loi. Oui, mais Hey, le texte que tu nous as envoyé hier, là, l'extract là, d'une étude, c'était quand même assez intéressant, pareil. Là. C'est, je pense que c'est en 1972, fait que c'est une vieille étude, si je ne me trompe pas. Attends, je vais la retrouver. Je ne me souviens pas la date exacte que ça a. Mais en gros, le point du gars, c'est est-ce que. C'est la personnalité, dans le fond, des acteurs de gauche autoritaires radicaux. Donc là, on ne parle pas de quelqu'un de social-démocrate. L'article est 2023, by the way, celui que j'ai OK. envoyé hier. Le 72, je ne sais pas où je vais pogner ça. Non, je ne sais pas non plus. de Ça toute m'a façon- un peu surpris quand tu as dit ça, en fait. Ouais. Mais de toute façon, honnêtement, on fait tout le temps cette distinction-là pour essayer de ne pas tout mettre tout le monde dans le même bateau. Puis je pense qu'on a raison de le faire. Mais de toute façon, les gens qui sont visés par ça, tu sais, quand tu dis les gens de gauche radicale, puis tout, pour eux, les gens sociaux-démocrates sont de droite. Donc, rendu là, je ne vois pas pourquoi on fait la distinction parce qu'eux-mêmes les excluent. Tu sais, vous avez vu la la distinction réaction qu'on fait, on ne la fait jamais pour nous autres. Non, mais ce que je veux dire, ben exactement. Mais ce que je veux dire, c'est que je regardais les commentaires hystériques de gens qui sont pas contents quand on reçoit certaines personnes qui sont, soit dit en passant, quasiment toutes des sociaux-démocrates ou des gens de centre. Là. Ben, eux, Ouais, c'est vrai, à part Pierre Desrochers, on n'a pas reçu bien du monde. Ben non, c'est ça. Mais pour les gens qui nous aiment pas, ces gens-là sont de facto tous des gens de la droite radicale. Là. C'est ouais. Ah, Hélène Buzetti, c'est de la Hélène grosse. Buzetti, la grosse droite dure. Monsir Deradji, c'est l'extrême droite. Puis Philippe Couillard. Le Parti aussi, libéral, c'est de la grosse extrême droite présentement. C'est le genre de monde qui vont dire que c'est le genre de monde qui te parle du virage à droite du PQ. En fait, il faudrait tester à un moment donné, c'est de leur poser la question est-ce que Marois Risky est une néolibérale? Puis s'ils disent oui, on n'a plus besoin de les écouter. Ouais, c'est ça. Je pense que ça devrait être, on devrait appeler ça le test Risky, qui est un critère très, très sérieux de si oui ou non on a besoin de t'écouter. Fait que si tu dis absolument. oui, qu'elle est néolibérale, la conversation se termine. Écoute, pour faire le tremplin avec le sujet dont on voulait parler aussi aujourd'hui, parce qu'on avait dit... on va peut-être le dire là, quand même, l'article sur toi. Oui, je l'ai. L'article, en gros, la raison que je t'ai envoyé l'article, je ne pensais pas qu'on en parlerait, mais on peut en parler brièvement. C'est cette semaine, quand vous avez parlé pas du documentaire, mais l'entrevue qu'il y a eu, j'ai oublié la fille, mais sur les complotistes qui étaient les anti-complotistes, qui avaient la même psyché fondamentale que les anti-complotistes, que les complotistes, puis qu'ils vivaient de la même manière, la même agressivité. C'est la journaliste Tremblay avec Ferrandez, si je ne me trompe pas, au 98.5. C'est quelque chose qu'on a juste à le remettre en contexte, vu que c'était derrière le paywall. C'est ça, c'était une journaliste de Cogeco qui a rencontré un gars qui l'a contacté, qui a dit « Ouais, vous parlez beaucoup des conspirationnistes, mais moi, j'étais dans la mouvance inverse. » Puis honnêtement, je me reconnais dans tous les traits de personnalité. Je passais 12 heures par jour là-dessus. Ma famille ne me parlait plus. J'ai perdu ma blonde. J'ai perdu mon emploi. J'étais complètement dans un rabbit hole. Là, faut-tu que je le répète encore pour une 42 millième fois? Oui. On parle pas des gens qui sont critiques du gouvernement puis qui aiment ça, remettre les choses en question. On parle du monde là, qui est en train de se creuser un bunker dans le cours
puis qui sont en mode ultra radical. Ah oui, puis que le vaccin était conçu par des pharmaceutiques pour te pouvoir nous stériliser, contrôler, puis les grenouilles étaient gays, quelque chose comme ça. C'est ça. Mais la raison que ça m'a fait penser à ça, c'est parce que dans l'entrevue que toi tu mentionnes, c'était que le point de vue était purement instrumental. Ce qui était important, c'était le groupe, les gens avec qui et les gens que tu combattais, et un peu comment est-ce que toi, en gros, comment est-ce que tu te donnais une sorte de paix intérieure, peut-être pas de la bonne manière, mais comment est-ce que tu te faisais une satisfaction personnelle en faisant ça? Le point de vue idéologique était purement instrumental là-dedans. Puis l'article que j'ai envoyé, en gros, ce qui check, c'est est-ce que les gens qui ont des vues de gauche autoritaires, est-ce qu'ils croient vraiment leur opinion? On a-tu le lien de ça? Je pourrais le partager aux Oui, auditeurs. je vais l'envoyer. En fait, il y avait un autre truc aussi qu'on peut mentionner après, notamment sur est-ce que les médias vont parler de ça? Puis, en tout cas, je vais en parler. Je vais le partager à l'écran pendant que. Mais en gros, ce qu'il montre, c'est que tu as une grande proportion des gens qui ont des points de vue de gauche autoritaires, pas des points de vue de gauche, gauche autoritaire, qui est un sous-ensemble de l'autre. Ils ne croient pas vraiment à leurs opinions. En fait, c'est la conclusion clé, ils utilisent l'activisme politique pour endosser et exercer de la violence contre d'autres pour satisfaire leurs propres besoins. Ils Ouais. appellent ça ego-focused needs. Fait que, Une forme de narcissisme, dans le fond. Il y a des gens qui sont en politique, pas tous. Le point, c'est pas ça. Je sais même pas c'est quoi la proportion, mais il y a une proportion non zéro de gens qui sont là pour des satisfactions purement de désir personnel qui ne sont pas liés à quelque chose de plus grand que eux-mêmes. Donc, Ils sont là pour le fight. Ils sont là pour le fight. Il y en a qui sont là pour les activités après que le conseil général se soit terminé. Ils sont là pour le social. Donc, tu sais, ça peut être anodin comme ça peut être moins anodin et même plus problématique. Et ça, c'est la première chose quand je l'ai envoyé, cette étude-là, que je me disais que ça valait la peine d'être mentionné. L'autre, c'est comment est-ce que celui-là ne sera pas parlé dans les médias alors qu'on va parler, comme on a vu dans l'extrait il y a une couple de jours, de Radio-Canada qui passe une entrevue à propos d'une étude en Grande-Bretagne avec un échantillon de 29 personnes ou 34 personnes, un nombre ridiculement petit de personnes échantillonnées, que ceux qui vont au gym faire de la musculation ont une tolérance plus élevée pour les inégalités et donc sont plus susceptibles d'être de droite. Donc, je me fais seulement le porte-parole de la science. Bon, c'est la science humaine. Science humaine avec un petit échantillon. Mais c'est de la science quand même. Oui, donc, petit échantillon, j'avais pas spoté. À Londres, la fréquentation de gym et la musculature seraient associées aux idées de droite. Et eux, ils ont découvert que plus tu benches, plus tu vas avoir tendance à tolérer les inégalités socio-économiques. Wow! Wow! Mais tu sais, mais par contre, ils vont parler de cette étude-là parce que ça fit avec les billets. Mais je pense honnêtement. Mais aussi parce que The Guardian va vouloir en parler. Fait que là, ça va circuler dans certains réseaux. Mais celle-là qui dit que les gens, les activistes de gauche, une bonne proportion d'entre eux qui tiennent des vues autoritaires, sont plus narcissiques. Non, tu n'auras pas de mention média de ça. Ce qui montre que, d'ailleurs, soit dit en passant, ces genres d'études-là en psychologie, là, parce que c'est toutes des études dans des journaux de psychologie, je les prends toujours avec un gigantesque grain de sel parce que de toutes les sciences sociales, celle avec le plus bas taux de réplication, c'est la psychologie. Ça veut dire en français que un groupe qui fait une étude arrive à un résultat, puis là, tu as un autre groupe de chercheurs qui arrive. Qui reprend les mêmes données, puis qui ne sont pas capables de reproduire le même setup avec le groupe test, tout ça, puis on arrive à des résultats complètement différents. Oui, puis le taux de réplication est vraiment mauvais. Là. On parle de 40%. Aïe, aïe. Si c'était 75, tu pourrais dire, ben écoute, 75 versus... En économie, soit dit en passant,
c'était genre 99, c'est quelque chose comme ça. Puis les gens disent les économistes, c'est pas super, ils sont super pas scientifiques. Mon minimum, nos résultats sont absolument réplicables. Mais en psychologie, c'était en bas de 40%. En fait, je vais rechercher la proportion. Là. C'est capoté ce que tu dis, pareil, quand tu y penses. Mais l'affaire du bench, là, tu sais, je comprends que l'échantillon est petit et tout, mais j'ai pas de misère à concevoir que c'est vrai quand même. Mais, tu sais, dans le fond, l'affaire, c'est qu'on inverse tout. C'est comme si tu allais bencher, plus tu benches, plus tu vas dans un gym, plus tu vas devenir radicalement quelqu'un de droite. Premièrement, tolérer des inégalités, c'est pas quelque chose de grave. Là. Je veux dire, c'est pas que t'es pas fondamentalement une mauvaise personne comme ça parce que tu es capable d'avoir un très bon discours cohérent qui montre que les inégalités sociales, dans un contexte où tout le monde a sa chance de grimper dans l'échelle, peut être une bonne chose. Moi, je le crois parce que c'est ce qui donne une certaine motivation. Tu sais, qu'est-ce qui motive un entrepreneur à vouloir performer toujours plus? Faire plus d'argent? Si vous pensez que c'est ça, vous êtes un peu épais. C'est pas une question de faire de l'argent pour pouvoir la dépenser plus. Ce qui motive un entrepreneur à vouloir continuer à performer, même quand il a eu assez d'argent dans ses poches, c'est le désir de performer. C'est le désir de s'améliorer. C'est être comme meilleur que son compétiteur, se Pourquoi démarquer, quand vous jouez à des jeux innover. vidéo, vous voulez être sur le tableau des leaders? C'est pas pour rien, là. C'est parce que vous voulez être meilleur que les autres. Oui, mais le pire, c'est que j'ai lu l'étude qui a été mentionnée. Ils essayent il y a une explication qui est liée à un domaine en biologie évolutionnaire, qui est pertinent, mais que si tu prends le temps d'y penser, ça ne fait pas de conclusion politique whatsoever. Ça fait juste expliquer un comportement qui est de celui de vouloir se démarquer relativement à d'autres personnes. Et donc, probablement, à cause de ça, tu as une plus grande tolérance. Puis après, oui. ça peut affecter des discussions politiques. Mais leur point, c'est pas. Le point, c'est eux, c'était, dans la manière dont c'est dit dans la clip, c'était que c'était une corrélation. C'est que tu vas au gym parce que tu crois à ça. Non, c'est probablement. Tu vas au gym, donc tu crois ça. Alors que ce que ça dit, c'est non, probablement que tu croyais déjà quelque chose comme ça et tu as adopté un comportement qui te mène à exhiber ça. Donc, il y a un processus de sélection qui s'est produit. Mets-toi dans la peau de quelqu'un qui a étudié en sciences humaines toute sa vie puis qui a une maîtrise en peu importe quoi, en anthropologie, puis qui est en train de flipper des boulettes au McDo. C'est sûr qu'il est pour ça, lui, les égalités sociales. Il trouve que la vie n'a pas été fine avec. J'ai une maîtrise, je flippe des boulettes. Ben oui, buddy. La vie est injuste, hein? Tu peux changer McDo pour Iris. Non, mais moi, je pense qu'il y a en fait, le bout qui aurait pu être intéressant là-dedans, puis ça, tu l'observes quand tu vas dans les gyms, c'est comment je pourrais dire ça? Moi, je pense qu'il y en a une. Il y a une distinction de genre de monde qui va là-dedans, mais pas nécessairement gauche-droite, mais ça a rapport avec le milieu social d'où tu viens. Quand les gens qui sont très élevés socialement, là, ils n'ont pas tendance à aller pousser de la fonte. Ça paraît. Là. Ça paraît quand tu... Ou en tout cas, en fait, pas je suis dans sûr. Mais ça revient à un truc qui est fréquent qu'on enseigne en économie, puis que ça cause souvent des réactions dans les autres sciences sociales, parce que l'économiste, dans la manière dont on fait les cours, l'économétrie, c'est de la statistique pour sursimplifier. La chose qu'on dit souvent, c'est que c'est pas tant les questions de combien d'échantillons que tu as ou c'est quoi la méthode que tu utilises. La question, qui est vraiment la plus importante, c'est les gens que tu étudies. Est-ce qu'il y a un processus de sélection qui les mène à être étudiés? Puis ça, c'est vraiment important. Ça veut dire, par exemple, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'observe pas, mais qui détermine le résultat par accident? Donc, par exemple, ça, c'est l'exemple classique qu'on donne dans les cours. Les programmes que le gouvernement subventionne pour réentraîner les travailleurs. Puis là, on va dire, on va comparer le travailleur qui a fait le programme avec tous les autres travailleurs qui ne les ont pas fait, dans la même, disons, catégorie d'éducation. Mais ce n'est pas le bon comparatif parce que celui qui veut faire le programme, il est déjà probablement plus motivé. Donc, il faudrait le comparer à ceux qui n'ont pas fait le programme, mais qui sont également motivés ou qui ont été refusés ou qui étaient. Fait que là, on essaie tout le temps de trouver des manières de faire en sorte qu'on trouve le juste comparable. C'est un peu comme quelqu'un qui arriverait et qui dirait ben là, on a regardé ça, puis les gens qui sont policiers ou pompiers ont plus tendance à aller dans les gyms attirent plus ce genre de personnes-là. Ben non, les gyms n'attirent pas plus ce genre de personnes-là. De par leur travail, ils ont des incitatifs, ils sont même encouragés et poussés
à faire de l'entraînement physique plus que quelqu'un qui est bibliothécaire ou, je sais pas, Le gym où que je professeur vais, d'école. là, Là. la porte de gauche, c'est le gym. La porte de droite, c'est un bar de microbrasserie, un peu, tout ça. Puis ils jouent à des jeux de société le lundi. Là. Je te garantis qu'il n'y a personne qui se trompe de porte. Si tu arrives puis tu regardes les gars barbus qui rentrent dans le gym puis les gars barbus qui rentrent dans le bar, il y en a un que la barbe est clean cut puis l'autre, la barbe est touffue. Puis si tu fais voter le monde, juste pour les gars barbus, là, parce qu'on va exclure les filles et tout ça, on prend un échantillon bien précis. les filles. Juste les gars barbus. On Là, va puis pas les gars clean shave comme moi. Moi, je compte pas. Moi, je suis clean shave. Prends les gars barbus qui vont au gym, puis prends les gars barbus qui vont au bar juste à côté. Il y en a un qui sa barbe est propre, l'autre sa barbe est pas propre, premièrement. Et puis, tu sais, une belle barbe comme ça, la Frank, là, lui, c'est ceux-là du gym. L'autre, il y a des cacahuètes dedans, puis il boit de la bière avec. Puis tout, puis elle est longue. Je vais encore me faire détester par plein de monde. Qu'est-ce que j'aime ça? Il est tout le temps en train d'insulter tout le monde dans cette C'est ça, c'est parfait. Mais tu fais un sondage pour qui vous votez. Pas mal plus de QS dans le bar. Là. Ouais, mais tu peux pas. Mais pas souvent, en fait. Est-ce que c'est le gym qui a rendu le monde? Hey, viens au gym, tu vas devenir un méchant conservateur. Ou ben non. Viens au bar, viens à force de boire de la bière de microbrasserie, tu vas devenir un bon QS. C'est pas ça qui se passe, là. Je sais pas pourquoi aussi, dans ce genre d'études-là, on présuppose que tout le monde est politisé. Or, la vaste majorité des gens, ils savent même pas c'est qui le premier ministre. Non, mais les questions qui étaient posées dans l'enquête, c'est des questions qui te permettent de détecter ta tolérance à des inégalités. Donc, c'est des questions d'échantillon que tu n'as pas besoin d'avoir une opinion politique super développée pour exprimer ta tolérance à l'égard de la chose. Mais le point que beaucoup de gens ont de la difficulté à comprendre, c'est quand tu analyses des individus, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle tu en viens à les observer? Puis ça, là, c'est quelque chose qui est une question que tout le monde est comme, ben là, je comprends pas. Mais c'est super pertinent parce que si, disons, ça, tu dis, ben, je vais regarder les comportements de consommation d'alcool et, par exemple, puis je vais associer ça avec le comportement politique. Oui, mais as-tu pensé qu'il y a quelque chose d'autre qui détermine ça? Ou même que le processus de décision politique a un effet sur les choix d'alcool? Ou même qu'il y a une relation complètement indépendante entre alcool, c'est juste qu'il y a un autre truc pertinent qui a un effet, mais qu'il est corrélé avec alcool, mais c'est lui qui a la cause. Les chemins causaux, les vrais chemins causaux que les économistes essaient de trouver, sont vraiment difficiles à comprendre, mais ça fait souvent des trucs. Regarde, je vais donner mon exemple préféré qui fuck le chien. C'est quand je donne le cours d'économétrie. Je pose la question, est-ce que les pesticides causent le cancer? Les gens vont dire automatiquement oui. Puis la réponse est qu'en laboratoire, le pesticide cause le cancer. Le problème, c'est que dans la société en général, ça ne veut pas dire que c'est automatiquement vrai. Parce que la question, c'est que si le pesticide réduit, si tu m'exposes au pesticide sans aucun effet compensatoire, oui, effectivement, je vais augmenter ma probabilité d'avoir le cancer. Par contre, si le pesticide réduit le prix d'un bien que je consomme, donc par exemple l'alimentation, et que je peux mieux manger, avoir des diètes plus diversifiées, bien ça a un effet positif sur ma santé qui pourrait, lui, réduire mon risque d'avoir un cancer. Fait que les deux effets peuvent s'annuler entre eux si tu comprends le chemin causal et même parfois les biais de médiation ou de collision qu'il y a entre les variables. Puis là, tu peux arriver que, ben non, c'est pas super clair. Puis la clip là, du gars de Radio-Can présume une relation qui est purement 1 à 1 entre le comportement, la manière dont lui a compris l'étude, c'est qu'il y a un lien 1 à 1 entre Jim puis tolérance pour les inégalités. Puis en fait, il ne dit même pas juste tolérance pour les inégalités, des vues de droite. Ouais, or que je veux dire, il y a des gens, en tout cas, c'est plein de préjugés, cette affaire-là. C'est un peu n'importe quoi. Mais tu sais, ton affaire d'alcool, je comprendrais bien le point. Mais je pense que, mettons, un exemple de ça, ce serait, tu veux évaluer la consommation d'alcool par groupe dans la société, puis là, tu fais toute ton étude, mais tu as comme oublié dedans, mettons, la dimension religieuse qui fait que des gens, de par leur set de croyances, n'en prennent pas.
Là, tu arrives à des conclusions, Yep. mais tu as complètement écarté ce truc-là. En réalité, ton étude est biaisée parce que tu as oublié une variable crissement Ah oui. importante là-dedans. Écoute, regarde, j'en ai un autre. Puis là, parce que tu m'as dit alcool. Puis ça, je pense que les auditeurs vont l'aimer, cet exemple-là. Tu as plein de monde qui disent que. Puis j'avais jamais pensé à ça avant de lire un article cette semaine. euh, ils vont dire que les taxes sur l'alcool ont un effet pour réduire la mortalité sur les autoroutes. Puis ce qu'ils vont faire souvent, c'est qu'ils vont regarder les taux de taxation dans différents États et après ça, ils vont regarder les taux de mortalité sur la route. Fine. Il y a effectivement l'air d'avoir une corrélation. Par contre, quand tu regardes un peu en détail, comme par exemple l'État du Utah aux États-Unis, a un des plus bas taux de mortalité sur la route et a aussi une des plus hautes taxes qu'il y a aux États-Unis. Est-ce que tu peux t'imaginer c'est quoi une autre variable qu'il y a pour le Utah qui est spécifique au Utah? Ben, ils n'ont pas les dry county, eux autres. Des Mormons. Ah, ouais. Les Mormons ne boivent pas par définition, mais les Mormons n'aiment pas l'alcool. Fait que les Mormons veulent des taxes plus élevées, mais aussi ils ne boivent pas point barre. Ouais, parce que ça ne les concerne commencer. pas en Fait que réalité. la taxe ne les affecte pas. Fait qu'au final, la taxe elle-même est le résultat d'un comportement qui lui-même réduit la mortalité sur les autoroutes. Fait que la taxe n'est pas une variable causale aussi forte ou même pertinente dans ce cas-là, parce que la variable pertinente, c'était les croyances religieuses des gens pour commencer, qui, elles, affectaient le taux de taxation, parce que les Mormons disaient, bon, on va taxer l'alcool massivement, juste au cas où qu'il y ait une personne qui veut le boire. Tu veux Mais au toujours final- taxer quelque chose qui ne te touche pas. Hein? Oui, Ouais, ben, c'est ça. oui, Quand oui, ça ne te concerne pas, c'est un peu l'affaire de l'expropriation qu'on jasait l'autre fois. Pourquoi Exact. ça ne touche pas tant que ça des gens, malgré que c'est un c'est pas sujet encore vraiment important? C'est que la plupart des gens, dans leur tête, c'est comme le fait qu'un éclair te tombe dessus, puis quand tu es dehors, puis il y a un orage, c'est que ça arrive juste aux autres, puis moi, ça ne peut pas m'arriver. Ce qui nous amène à... Oui, caribou. La ville de Montréal, on va s'introduire avec ça. Il y a des gens qui se sont aperçus hier ou avant-hier que quand tu allais sur le site de la ville de Montréal, maintenant que la loi 96 est rentrée en fonction, tu devais répondre à des questions genre je suis bel et bien anglophone de telle communauté si tu veux avoir accès au site web en anglais. Ça n'a pas de sens. Et là, il y a eu comme un genre de backlash. Je suis allé vérifier. Ils ont enlevé ça. Tu peux maintenant choisir anglais, français comme tu veux. Mais il y a quand même un message qui apparaît et qui dit ce site est soumis à la loi. Hey, ça fait-tu pays de cul, là? Ce site est soumis à la loi 96 sur l'affichage, la langue et protection du français, blablabla. Click here to read more. En gros, c'est ça. Et là, supposément que toutes ces nouvelles mesures-là, c'est pour lutter contre la fin de l'hégémonie de l'anglais, bon, le déclin du français, etc. Et là, ce qu'on dit tout le temps, c'est les gens parlent de moins en moins français à la maison. C'est un truc qui est répété un peu à droite à gauche. Là. Ad Et nauseam. moi, le bout là-dedans que je trouve un peu déplorable, c'est que c'est pas des affaires de personne, la langue qu'on parle chez nous, là, honnêtement. Là. Et si moi, je décide de prendre des cours d'espagnol, je vais m'en parler espagnol avec ma blonde chez vous, chez nous, c'est pas des crises d'affaires de Viens pas personne. parler avec ta blonde. Viens pas parler avec ta blonde en espagnol chez nous. Non, c'est ça. Non, mais tu sais, exemple complètement fictif, mais je vois pas en quoi ça concerne quelqu'un, mais ça a l'air qu'il y a du monde qui se sent concerné par la langue qu'on parle dans nos maisons. Et là, toi, Vincent, tu voulais revenir avec ça parce qu'il y a un papier quand même intéressant qui s'appelle Les immigrants et le français au Québec, un portrait statistique complexe et nuancé qui s'impose. Donc, ça a été écrit par Jean-Pierre Corbeil de l'Université Laval et René Houle de Statistique Canada. Là. De ce que je comprends, c'est deux personnes qui ont des doctorats, je ne sais pas si c'est en statistique. C'est des démographes. C'est des démographes, donc moi, c'est un peu comme l'histoire de la surpopulation. Ça serait le fun de m'amener qu'on parle à des gens qualifiés, genre des démographes, là, pas un écolo qui veut faire sauter un pipeline. Ben, c'est même. sûr que ça serait le fun d'inviter René et Jean-Pierre sont des amis à moi. Là, on correspond souvent entre nous autres. En fait, c'est eux qui m'avaient invité à venir présenter à Statican dans le temps. Mon Très article bon. Écoute, ils sont intéressés, moi, ça. Oui, c'est du monde, c'est du bon monde. Donc, c'est ce papier-là ici. Je ne sais pas si tu avais une section en particulier, un tableau. Ben écoute, il y en a deux que je pense que ça vaut la peine de montrer. Ça serait celui, c'est à page 6. L'affaire, puis ça, c'est la chose qu'il faut comprendre pour les auditeurs. Puis ceux qui ne voient pas, je vais l'expliquer simplement. J'essaie de l'agrandir un petit peu, là.
StatScan a qu'on voit bien. plusieurs définitions du langage. Tu as la langue parlée le plus souvent à la maison, tu as les combinaisons de langues, tu as parlé régulièrement. Donc, tu sais, il essaie de mesurer un degré, quitte à ne pas être capable de pouvoir demander vous utilisez le français quel pourcentage du temps. Tu sais, tu peux pas, il n'y a personne qui garde un petit agenda puis qui dit de 3 heures à 4 heures, j'ai parlé en français. De 4 heures à 6 heures, j'ai parlé. Il n'y a personne qui fait ça. Fait Ah ils non, c'est essayent ça. de faire des catégories basées sur est-ce que tu l'utilises régulièrement? Est-ce que tu l'utilises? Est-ce que tu le connais? Et est-ce que tu l'utilises le plus? Mais l'affaire, c'est que le plus, ça devient de plus en plus difficile à identifier si, par exemple, tu maries une personne d'un autre groupe ethnique, donc par exemple un immigrant, puis là, tu parles 3 langues à la maison. Bien, tu peux l'utiliser le plus, mais c'est 33 ou 35 au lieu d'un ménage avec 70 quand quand c'est français-anglais ou 100 si c'est juste français. C'est quoi le plus? Mais eux, ce qu'ils essayent de faire, c'est qu'ils disent OK, on va prendre la langue la plus parlée à la maison, mais on va tenir compte des combinaisons et notamment des combinaisons qui incluent le français et l'anglais. Puis ce que tu OK. vois, c'est que Ce qu'on voit à l'écran, parce que nos faces cachent la légende un peu, là, mais donc le bleu foncé étant le français, yep, le bleu pâle étant euh, anglais, le rouge étant les langues tierces, donc n'importe quelle autre langue, et la petite case là, qu'on voit en haut ici, entre autres, ça, c'est la combinaison de français et anglais. c'est ça. C'est ce qu'on comprend. Là. Puis juste pour dire aux gens, en 1971, il y avait 23 à peu près des immigrants qui parlaient le français le plus souvent à la maison. En 2001, c'est 38 puis en 2021, c'est 42,5. Fait que le français comme langue dominante à la maison Je te dis progresse chez les 71, mais c'était 81, là, le premier chiffre. 71, c'est 19 points quelque. Là. C'est ça Ah que non, je vois. Là. toi, ce que tu regardes, c'est la langue maternelle. C'est celui de droite qu'il faut que tu OK, regardes. OK, Pas langue parfait. maternelle. OK, Tu donc regardes la à langue partir le plus d'ici. souvent, Ouais. le plus souvent parlée à la maison. Parfait. La proportion augmente massivement. Mais ça, c'est quand même assez impressionnant, surtout étant donné le fait que les immigrants perdent rarement à la maison la première langue qu'ils ont. Donc, si tu es un immigrant philippin, tu vas continuer de parler le tagalog au même titre que si tu es un immigrant portugais, tu vas parler encore le portugais. Tu ne vas pas abandonner ta langue, surtout si tu es venu avec un conjoint ou une conjointe de ton propre groupe. Tu vas pas, c'est presque impossible que tu vas changer la langue dans laquelle tu dialogues avec ton conjoint. Donc, à la maison, c'est rare que ça change. Mais c'est quand même assez impressionnant dans ce cas-là que tu vois le progrès du français parmi les immigrants. Puis c'est pas, puis ça, c'est la raison que l'autre graphique à côté que toi, tu avais fait l'erreur de lire, c'est pas parce qu'on prend plus d'immigrants francophones. En fait, la proportion des immigrants au Québec qui ont le français comme langue maternelle ou qui ont Ouais, elle a l'air sensiblement stable, elle a augmenté un peu. Là, mais... est passé de. Il y a 20 des immigrants qui avaient le français comme langue maternelle versus 25 qui avaient le français comme langue maternelle. Donc, c'est pas parce qu'on choisit mieux les immigrants, c'est parce que les immigrants décident de penser que le français est plus important. Puis, j'ai même pas encore inclus le fait des immigrants qui décident aussi de parler le français avec l'anglais, parce que lui, il augmente aussi. Donc, les combinaisons que ces français-anglais augmentent. L'anglais, lui, utilisé tout seul, passe d'à peu près 40 à 17 Fait que le français est pas. C'est dur de dire que les immigrants mettent le français en danger. Puis non seulement ça, mais une des affaires qui est difficile, c'est que les gens ne font pas la distinction entre. Parce que tu as des immigrants qui sont des résidents permanents, puis tu as des immigrants qui sont des résidents non permanents. Quand tu casses les données, encore plus. Donc, tu dis, OK, on va distinguer ceux qui sont comme, par exemple, des travailleurs qui sont là pour 5 ans ou des étudiants qui sont à McGill. Puis là, tu prends la proportion de ceux qui veulent rester au Québec de manière permanente. Parce que celui qui s'en va dans 5 ans, on s'en contrefout, là, je veux dire, qui parle le français, qui parle l'anglais, qui parle le tagalog, who gives a crap? c'est ça. Ça change quoi, là? Ça ne va rien changer pour le commun des mortels, mais quand tu regardes le français parlé, puis ça, c'est la slide 11 pour ceux qui regardent en vidéo. Ceux qui utilisent le français le plus souvent au travail,
les immigrants, c'est 61% qui utilisent le plus souvent le français au travail. Tu ajoutes ceux qui utilisent français et anglais conjointement. Tu es rendu à 70% de la population, un peu plus que 70% de la population qui utilise le français et l'anglais au travail. La population immigrante qui utilise le français ou l'anglais au travail. Tu as une grosse proportion d'immigrants qui parlent le français au travail et ça augmente à travers le temps. Donc, il n'y a pas de déclin du français parmi les immigrants. Ceux qui vont rester au Québec, ceux qui viennent vivre au Québec. Puis ça inclut même pas encore les immigrants qui vont quitter le Québec pour d'autres provinces. Ceux qui vont rester risquent d'être encore plus francisés que ceux qui vont dire « Ah, de la merde, je m'en vais en Alberta ». Ceux qui s'en vont en Alberta sont probablement ceux qui parlent dans plus l'anglais. Donc, tu sais, l'idée d'une crise du français, c'est vraiment, vraiment exagéré, là. C'est dur de tenir que... Mais pourquoi ils disent que, tu sais, mettons, je sais pas, là, à chaque fois que j'entends Mathieu Bock-Côté ou d'autres, là, ou celui qui est décédé là, récemment, là, prématurément, Frédéric Bastien. Frédéric Bastien, eux, à chaque fois qu'ils parlent, ces gens-là, là, c'est Montréal qui est maintenant anglicisé, là, on est rendu à Laval, puis ça va s'étendre, puis là, les gens là, de Québec là, commencent à vous sentir concernés, puisque bientôt, vous autres aussi, vous allez être anglicisés. Mais ça sort de où, ça? C'est basé sur quoi? C'est vraiment un accident de comment est-ce que les définitions sont construites à StatCan. Les définitions qui sont construites par StatCan, c'était pour ça que j'avais été invité pour présenter mon papier, c'est que je disais que ça fonctionne très bien quand tu as juste 2 grands groupes linguistiques qui attirent tous les autres. Puis tout le monde se déplace dans ces groupes-là. Par contre, si ce qui se passe, mais que tu n'as pas de mariage interethnique, c'est-à-dire que les immigrants vont choisir quelle langue ils vont parler, mais ils vont se marier entre eux. OK? Ouais. Le cliché de c'est des ghettos, puis tout le monde reste de son bord. Puis, ouais. Par contre, dès que tu as des membres de groupes qui peuvent traverser les lignes entre les groupes, donc les groupes ne deviennent plus des groupes étanches, tu peux avoir des combinaisons linguistiques qui émergent. Donc, par exemple, mon frère qui s'appelle Frédéric Giguère, c'est mon demi-frère, il a marié une Allemande, et quand il répond au recensement de Statistique Canada, lui, il ne dit plus qu'il parle le français exclusivement à la maison, il parle français et allemand à la maison. Donc, mon frère est considéré comme une perte au français, même si techniquement, mon frère, il ne travaille pas en allemand, il travaille en français. Donc, le multilinguisme de mon frère évince pas sa connaissance du français, ça ne fait pas la négation du français. Et lui, il est contribué comme quelqu'un qui a été défrancisé ou je ne sais pas trop. Exactement. Il est considéré comme une perte au français. C'est juste que les définitions ne sont pas faites pour le multilinguisme. Surtout si, en plus, tu peux avoir des problèmes où les gens vont se déplacer, vont utiliser le français à la maison, mais l'anglais au travail, ou l'anglais à la maison puis le français au travail. Mais là, comment tu fais pour pondérer ça? Si j'utilise le français à la maison, ben, je vais transférer probablement le français à mes enfants, mais je vais travailler en anglais. OK, fine. Mais si je travaille en français, ben, je vis ma vie publique en français. Comment tu fais pour dire que c'est une perte au français ou une perte à l'anglais de parler? Si tu utilises dominément dans une sphère, mais pas dans l'autre, ben, ça ne veut pas dire la même chose que ce que toi, tu veux que ça dise. Mais dès que tu tiens compte de ça, puis c'était ça l'étude que moi j'avais faite, j'ai dit, OK, on va prendre tous les gens qui rapportent leur langue au travail depuis 2001 et leur langue à la maison, puis je vais regarder la proportion d'entre eux qui disent dans au moins une des sphères utiliser le français comme langue prédominante, puis ça augmente depuis 2001. Donc, il n'y a pas l'idée d'un déclin du français, c'est vraiment très, très exagéré. Mais ça permet de faire peur aux gens, puis quand on le sait, quand tu fais peur aux gens, tu stimules l'anxiété. Quand tu stimules l'anxiété, tu stimules l'adhésion ou la propension des gens à adhérer à des mesures liberticides. Puis ça fait qu'il pète un gasket puis il meurt un peu à l'intérieur de lui-même quand il va entendre Geneviève Guilbeault venir dire « Je sais que c'est juste des technicalités, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va forcer tous les enfants francophones à rester au Québec pour le reste de leur vie. Je sais que c'est une technicalité, mais ils ne pourront pas quitter le Québec. » Je t'ai toujours dit, Vincent, tu as des choses très pertinentes à dire, sauf que tu es tellement plate, sacrément, que personne ne t'écoute. Je suis là pour t'aider à te faire entendre. Arrête de me bitcher, man. Non, mais je suis pas en train de te bitcher, je suis en train de dire que tu pèterais une coche
si les politiques liberticides qui vont justifier en utilisant ça, c'est ce qui va te faire péter une coche, puis là, tu vas réagir, puis là, Non, mais tu vas c'est avoir vrai un pareil moment parce que... comme quand tu as été cassé à cause de la joke de José Legault, et puis Oh, ça, ça Hey, va c'est... être hors il y de avait- toi. Man, il y a du monde qui ont écrit et dit Yann, il ressemblait à Bibi dans Bibi et Geneviève pendant une minute, puis je l'ai réécouté, puis j'ai dit fuck, man, c'est vrai. Ouais, Je c'est mieux de capotais pas la trop voix. répéter ça souvent d'un coup que ça devienne un surnom. Là. Hey, non, man, Ah, plus ben jamais merci je de me l'idée, sifflafais Frank. de même. Bibi. Bibi Sénéchal. Mais quoi qu'il y a deux Bibi, hein? Il y a Bibi comme Bibi et Geneviève, mais il y a Bibi pour Bibi Netanyahou. Hein? Ah oui, C'est le surnom c'est le qui est surnom donné au de premier ministre d'Israël, Ah Bibi. ouais. Fait que c'est Bibi Netanyahou. Mais les gens Benjamin. disent pas Benjamin. Ah. Ouais, mais c'est vrai pareil ce qu'on dit là, parce que tu sais, Bibi. si t'avais pas, si tu fais pas peur aux gens, là, comment tu fais pour leur faire accepter des conneries? Bon, il y en a closé le podcast, il est en mental breakdown. Non, mais si tu fais pas peur au monde, comment tu fais pour leur faire avaler des conneries du genre, ben là, maintenant, vous allez devoir écrire tous vos courriels en français uniquement, même à des gens. Puis ça, là, regarde, je ne veux pas identifier personne pour le mettre dans le trouble, là, mais on a des gens très proches qui nous disent que ça leur fait chier solide dans leur travail. Là. Qu'ils ont une clientèle qui est beaucoup anglophone de par leur travail, mais comme ils sont au gouvernement, ils sont obligés d'écrire les courriels en français. La personne ne comprend rien. Un coup, que signifie que tu comprends rien, qu'elle comprend rien, tu peux lui envoyer une version bilingue de ton courriel. Ah. Hey, à part nuire à la productivité et faire chier tout le monde, ça fait quoi, ça? Le but de ça, c'est quoi? C'est de faire des petites mesures revanchardes pour écœurer des gens ou c'est vraiment C'est de sauver quelque chose? exactement ça, Frank. Sans joke, là, même les gens qui nous écoutent, là, vous êtes full caribou, la langue, vous avez peur du français, l'immigration, tout ça. Sans joke, là, soyez francs, ça change quoi, ça? À part mettre du sable dans l'engrenage puis nuire à tout le monde. Qu'est-ce que ça change que la personne qui veut consulter le site de la ville de Montréal en anglais doive répondre à un questionnaire? À part qu'on fait rire de nous autres sur la scène internationale, ça donne quoi, ça? Y a-tu un seul Québécois qui, tout d'un coup, va se mettre à aimer le français? Puis, je veux dire, je ne comprends pas. D'un point de vue technique, je ne comprends pas l'utilité de ça. Il n'y a pas d'utilité pour moi. C'est de la. Tu sais, puis, ce que tu disais tantôt, c'est drôle parce que j'en parlais avec un ami proche qui nous écoute peut-être d'ailleurs. Lui, depuis quelques années, il sort avec une fille qui vient de l'Iran, je pense. Ben, quelques années. Ça fait pas si longtemps que ça, là, mais mettons 2-3 ans. Là. Puis, tu sais, il me disait, un sondage de même, mettons, moi, je vais répondre qu'on parle en anglais à la maison parce que, tu sais, elle commence, sa langue maternelle étant étant l'iranien, elle a appris ensuite l'anglais, puis là, elle commence à parler français, mais tu sais, il me disait, on choisit ses combats, là, quand un moment donné, c'est le temps de faire à manger, puis c'est trop long à expliquer les mots, puis les affaires, ben là, on switch à l'anglais assez souvent. Du moment que la conversation est un peu compliquée, le français est abandonné pour passer à l'anglais. Fait que, tu sais, dans le fond, qu'est-ce que je réponds? Je parle ça en anglais à la maison? Oui, ouais, probablement la plupart du temps, mais lui, il travaille en français, il vit en français, puis il est 100% franco, là. Donc, ces gens-là sont où? Ils sont d'un vortex, puis ils servent de caution à des pubs débiles où on voit un oiseau tu sais, la pub de Roberge, là, où t'avais un oiseau qui disait faut protéger la langue, c'est full chill, puis ces espèces de politiques-là qui font... pour moi, ça fait une autre époque. Là. Tu sais, je peux très bien comprendre que quelqu'un soit préoccupé par la langue, le fait français, tout ça, mais sans joke, les mesures qui sont proposées puis les affaires qui sont proposées, je comprends jamais à quoi c'est censé servir. On dirait que ça, à part faire suer du monde, ça change, ça fait rien. Gardons toujours en tête que ceux qui défendent bec et ongle ce type de mesure-là, Frank, ont aussi défendu le livret des jardins. Non, mais ça... C'est une partie de notre humanité, Frank. Ouais. Oui, c'est. Hey, ça m'a marqué. Non, mais écoute, on n'est pas obligé de revenir. On s'est trop épivardé sur ce que José Legault avait éjaculé sur une feuille de papier ou sur un clavier. C'était too much. Non, c'était. Ah, c'était too much. C'était too much. Là, ça ne servait à rien. Là, Mais c'est quand qu'on obtient une date d'expiration quand on fait de l'opinion?
quand tu commences à écrire de l'opinion dans un journal de manière à une fréquence plus élevée que hebdomadaire. Pour vrai, là, je pense Ouais. je l'ai fait, là, écrire pour des journaux. Puis je suis pas un gars qui a peu de contenu, là. Après 1 an, tu as pas mal vidé toutes les choses que tu as déjà à dire de nouveau, puis tu peux plus vraiment rajouter des nouvelles choses sans radoter, mais aussi sans avoir à dire des choses que tu comprends pas. C'est-à-dire que tu vas pas maîtriser des fois le sujet de l'actualité. Ça te prend du temps à maîtriser un sujet. Fait que, honnêtement, je préfère la structure d'un podcast comme le nôtre où on peut revenir sur le même point puis rajouter des choses sur un point puis d'être Ouais. plus intemporel que de répondre à des trucs de manière hebdomadaire comme ça, ou même plus qu'hebdomadaire. Non, mais moi, Parce que tu peux pas être pertinent 7 jours sur 7. Mais moi, j'aime ça lire des chroniques si j'apprends de quoi. Si tu m'apprends quelque chose, même si je ne suis pas d'accord avec le fond du propos ou avec l'opinion qui est défendue au bout du compte, ça va me faire plaisir de le lire pareil. Tu sais, hier, je pense pas que je l'ai envoyé dans notre conversation de groupe, mais je l'ai envoyé à Yann. Je lisais un texte dans Le Devoir de Michel David. Je n'étais pas tant d'accord que ça avec ce qu'il racontait dans le texte, mais il parlait de la rémunération des députés, tu sais, puis des arguments de la CAQ. Puis dans son texte, il disait, ben, un député au Québec représente à peu près 64 000 citoyens en moyenne, alors qu'en Ontario, tu représentes 120 quelques mille députés à cause de la proportion, à cause de la quantité de 124 citoyens, 000 personnes. 120 quelques mille personnes. Et donc, il disait, c'est quoi l'affaire de dire qu'ici, il faut qu'ils gagnent plus cher parce qu'ils travaillent plus qu'ailleurs? Genre, l'argument n'a pas de sens. Puis il finissait en disant, j'espère qu'en Ontario, les gens peuvent encore voir leur mère, tu sais, de la petite pointe au député qui disait qu'il ne voyait plus sa mère à cause qu'il y avait trop de trucs de la FADOC. Puis là, tu sais, il disait, puis dans le texte, il montrait, il disait, quand tu compares avec les autres provinces, tu sais, le Québec, c'est un des endroits où les députés représentent le moins de personnes par député au Canada. Là. Il disait, François Legault, il aime ça, se comparer à l'Ontario puis à d'autres provinces. Si tu compares à d'autres provinces, les gens qui sont élus, ils représentent bien souvent beaucoup plus de monde que les députés québécois. Fait que, tu sais, je disais, ben, j'y avais jamais pensé à le faire mentalement, ce truc-là. Tu sais, ça m'était sorti de l'esprit. Fait que, peu importe ce que je pense du reste de la chronique, j'ai comme appris quelque chose, ou en tout cas, j'ai pensé à quelque chose que j'avais pas pensé naturellement. Mais moi, une espèce de biais d'humeur où j'apprends absolument rien, puis c'est juste une genre de lamentation que là, on s'en va vers la décadence parce que maintenant, on a perdu notre humanité. Puis, j'ai rien appris, moi, en lisant ça. Bon, ça a fait rire Yann. Oui, mais ça indigne les gens, puis après ça, tu peux leur faire passer. Je te garantis que la semaine prochaine, ou dans les 6 mois à venir, disons, José Legault va écrire une chronique dans laquelle il faut réglementer les banques davantage. Hey, mais Je te garantis qu'elle va dire quelque chose comme ça. Mais elle reprend un argument de son texte qui est vraiment drôle, pareil. On a déshumanisé nos relations avec les gens dans les commerces, avec les machines. Hey, José, les masques, le purel, puis les règles, les flèches à terre, côté déshumanisation, c'était pas pire. Hein? Ouais. Ben là, à ce moment-là, son argument, c'était « personne n'est mort ». Ah. Vous vous rappelez de ça? Moi, c'est pour ça que j'avais envie de répondre à son texte en disant « Ouais, mais personne ne va mourir de ne pas avoir de livret vert ». Moi, ce genre d'argument-là... On s'en rappelle, hein? Moi, ce genre d'argument-là, débile, personne n'est mort. Là, t'es comme, ben, je suis pas mal prêt à croire que probablement personne n'est mort aussi de s'être fait tatouer de force ou brûler au fer rouge ou... c'est pas le fun quand même. Mais ça me tente pas, là. Je veux dire, c'est l'argument t'es pas mort, c'est pas mal le niveau zéro de la pensée, tant qu'à moi. Là. Ah, OK, ben tant que tu meurs pas de quelque chose, c'est moral. C'est comme, OK, bon, c'est parfait. Non, mais je pense honnêtement que ça nous ramène un peu à ce qu'on disait. Tu as besoin d'indignation pour justifier après ça des politiques qui sont à la limite liberticides. En fait, quand on parle de, puisque là, on va revenir sur le truc, par exemple, des droits de propriété avec les expropriations, mais quand ils utilisent les exemples de le gars du stationnement à Montréal ou le propriétaire de terrain vacant dans un trou à Laval, ils vont toujours utiliser des exemples qui nous indignent. Mais que si tu demandais la proportion de ces exemples-là
en pourcentage du nombre total de cas d'expropriation, ce que tu vois, c'est que c'est bien plus des cas anodins comme le Patreon qui nous a dit qu'il était propriétaire d'un bar d'effeuilleuse. Le terme que je trouve le plus incroyable à utiliser, un bar de danseuse, qui a été exproprié, puis que la ville refusait de Pour donner. des raisons morales en plus. Hein, au bout du Oui, des compte, c'est raisons ça de qui est caché moralité. en arrière de ça. Oh oui, c'était ça. Le pire, c'est que. Puis lui, il leur demandait beaucoup, mais quand la ville a eu, en plus, ce qui est encore plus débile, c'est quand la ville a eu un jugement euh, intermédiaire avant la cour suprême, je pense. La ville s'est fait demander de leur donner, au lieu de leur donner 100 000, ils ont donné 300 000. La ville est là. Non, 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 non. On ne veut même pas donner 300 000 pour avoir exproprié leur commerce qui faisait un revenu d'au moins 100 000 par année. Ouais, c'est ça. Mais non, 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 on ne veut même pas donner ce montant-là. Je veux dire, tu as besoin de trouver Malsain. des cas extrêmes pour ensuite t'attaquer pour passer des mesures qui sont inacceptables, je pense, d'une perspective libérale. Mais après ça, tu peux, quand tu regardes au fin détail, les cas extrêmes, c'est des cas extrêmes, ils sont rares, ils ne sont pas fréquents, mais tu as causé l'indignation, par la suite, tu as pu justifier un truc complètement atroce. C'est ça qui se passe avec la crise du français. Ouais. C'est ça qui se passe avec l'exemple des droits de propriété, des expropriations. Tu choisis tout le temps quelque chose qui est sensationnaliste puis que tu peux faire de la clip média avec. Mais quand tu creuses un peu derrière, c'était juste un cas extrême que tu as choisi délibérément ou que tu t'es fait leurrer. Parce que ça, souvent, ce qu'on ne réalise pas, c'est que même les journalistes se font leurrer par des politiciens qui choisissent le framing. Puis après ça, le journaliste accepte la prémisse que le politicien a commencé avec, puis il la questionne même pas. Obsolescence programmée. Ça aide pour le Patreon. Oh, ouais. Mais en terminant, parce que je sais, c'est toujours un peu la même affaire, là, j'anticipe les critiques. Ouais, mais vous autres, là, Vincent, Yann puis Frank, là, vous faites juste chialer, vous n'avez jamais de solution. Et moi, je me souviens d'un petit podcast intéressant. Ce ne sera pas la critique de ce podcast-ci. J'ai envoyé promener des barbus. Fait qu'il n'y a pas de stress pour aujourd'hui. Ouais, non, mais je me souviens de Yann, tu avais fait un petit podcast un moment donné sur comment on pourrait appeler ça, le genre de balance migratoire du Québec, là, où, genre, contrairement à d'autres provinces comme l'Alberta, ici, on avait du négatif, là, c'est-à-dire que. C'était moins 600 000 depuis les années 70, à peu près. Genre, moi, je me dis tout le temps, plutôt que d'écœurer le monde avec des affaires de même, pourriez-vous vous poser la question, comment ça se fait que moi, j'écris un livre au Québec puis que je reçois 10 commandes de gens qui sont en Alberta? Comment ça se fait que j'envoie des livres à du monde qui s'appelle des Beaulieu, des Tremblay, des Giguère? Comment ça se fait que j'envoie des livres en Alberta à des gens qui ont ce nom-là? Ah ouais, mais ils sont partis travailler sur le pétrole. Puis, OK, ouais, fine, peut-être. So fucking what? Puis comment ça se fait qu'à chaque jour, ou presque, il y a un commentaire sur notre chaîne YouTube, genre « Ah, moi, j'en ai plein mon cul. Moi puis ma blonde, on pack nos affaires, puis on s'en va vivre à telle place. » Encore la semaine passée, un commentaire d'une auditrice qui disait « Ah, ben moi puis mon chum, on va déménager genre au New Hampshire ou je sais pas quoi. On s'en va. » Ça, c'est une question. Si tu veux parler du déclin du français puis de la nation canadienne-française, tu peux peut-être aussi réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait changer puis qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter, non pas de se faire envahir ou grand remplacer ou je ne sais pas trop quel langage qu'on peut utiliser, mais comment faire pour... Si tu pouvais le faire avec la voix d'ACD, ça serait super. Ouais, c'est ça. Mais comment faire pour que les gens arrêtent de s'en aller? Checkez les chiffres. 1962, solde migratoire interprovincial. De la migration internationale, on ne s'en occupe pas. On regarde juste l'interprovincial. Positif en 62, ça veut dire qu'il y a plus de Canadiens qui sont venus s'établir au Québec. Après ça, c'est négatif. Négatif. Moins 41 000 en 1970. Moins 25 000, moins 14 000. Négatif. 76, le PQ arrive au pouvoir. Après ça, 38 000, 36 000. Ouais, mais tu sais, c'est quoi la réponse qu'ils vont donner? La réponse qui va être donnée à ça, c'est que... voyons. Écoute, Vincent, il n'y a aucune année positive. Ouais, c'est pas juste des Anglos qui s'en vont. Là. Non. Non, mais la réponse qu'ils vont te donner, si tu remontes, là, le solde migratoire net, là, il est... OK.
tu vas voir que si tu regardes la période, disons, 75 à 90, ça va être particulièrement des anglophones. C'est correct, ça, c'est des anglophones. C'est correct s'ils quittent. Ça en aide. Sinon, ça va être ça la réponse. Je te garantis que tu demandes à un caribou, ce qu'il va dire, c'est que c'est pas un problème. Parce que c'est les bonnes personnes qui quittent. Hey, mais le sol migratoire en 2022, il est donc bien élevé. On a rattrapé le retard de la pandémie, dans le fond, probablement, parce qu'on a juste 16 000 personnes qui est rentrées. Oui, c'est ça, c'est international, ça. Sol migratoire international. Interprovincial. Oui, mais le bout international. OK, tu parles la colonne en gras? Oui, exact. Okay. 2020, 16 000 internationales qui sont rentrées au net. 2021, 45 000 au net. Et 2022, 149 000. C'est probablement les dossiers qui étaient en attente qu'ils ont fait traîner. Le système était-tu jamais un peu? Mais oui. Écoute, moi, on avait des voisins qui étaient immigrants. Ils se faisaient dire, votre dossier est toujours en attente. Rappelez-vous de l'article de journal des Français qui se faisait 3 ans qu'ils sont ici, ils ont été obligés de recrisser le camp en France parce que le dossier n'était pas réglé encore. C'est le solde des résidents non permanents qui était buggé, clairement. Parce que l'immigration standard, les chiffres se continuent normalement, mais c'est vraiment les résidents non permanents qui se passent de quoi. Mais pour le truc de la migration interprovinciale, il y a juste un truc que j'aimerais souligner à tous les nationalistes, c'est que si tu veux garder des gens au Québec, une des choses que tu peux faire, on en a déjà parlé, c'est que tu augmentes le rendement de parler français. Puis ça veut dire qu'il faut que tu rendes la communauté francophone immensément prospère. C'est-à-dire que tout le monde veut dealer avec nous, puis ils sont là. « on voudrait vraiment faire affaire avec vous, on voudrait vraiment... » écoute, moi, je parle français. La dernière fois qu'on a attiré plus de Canadiens chez nous que de Québécois qui ont quitté, c'est 1962, les amis. C'est la dernière fois qu'on a été sexy. Pourtant, qu'est-ce que tu viens de dire là, Yann? Pourtant, c'est le début de l'ère nouvelle. On était sortis des ténèbres à cette époque-là, puis on venait de la lumière avait jailli du sol, et puis nos intellects ont été éclairés par la Révolution tranquille, Jean Lesage et toute cette équipe-là. Étais-tu en train de dire qu'à partir de cette époque-là, il y a moins de gens qui voulaient venir vivre ici? Moi qui pensais qu'on était devenu un paradis terrestre. Là. Est-ce que tu perds toujours tes meilleurs ou tes pires? Tu sais, c'est-tu les assistés sociaux qui s'en vont du Québec? Non. Généralement, la migration, là, pour vrai, je sais que tu demandes la question en joke, là, mais en fait, tu demandais la question sous forme de joke. Mais quand tu regardes les processus d'immigration, c'est rare que l'immigration, surtout si tu enlèves les réfugiés, vient de gens qui sont en bas de l'échelle. La raison, c'est que tu as toujours un coût important à faire la migration en soi. Particulièrement, par exemple, il faut que tu utilises des épargnes accumulées. Quand tu regardes qui immigre généralement. Donc, à la base, quelqu'un qui bouge, c'est quelqu'un qui est en moyen. Tu es probablement plus proche de la médiane de ton pays de départ que tu l'es des bas déciles. Ah, mais si on reste au niveau même interprovincial, je veux dire, pensez-vous vraiment que c'est facile pour quelqu'un de la classe... je te garantis que c'est quelqu'un de la classe moyenne et plus, disproportionnellement, qui vont quitter vers d'autres provinces. C'est eux qui peuvent... Tu sais, je veux dire, un déménagement, c'est 1000 $ minimum. Là. Gros minimum. Là. Fait que, tu sais, déjà, là, il y a plein de monde qui ne sont pas capables de s'offrir un déménagement. Là. Fait que les gens qui peuvent bouger, généralement, sont en haut de la moyenne. Puis déjà, à la base, tu as le fil de la langue qui fait qu'il faut que ce soit des gens qui... Ben là, c'est sûr que tu as du monde coquille qui vont partir vivre à Calgary puis ils ne parlent pas un mot d'anglais. Ça existe, là. J'ai déjà connu des gens qui font des mais le point qu'on fait, c'est que c'est pas zéro, c'est juste c'est pas gros. Ça. Mais en général, ça va être des gens qui maîtrisent l'anglais aussi, en tout cas minimalement. Mais c'est parce que qui exclut des gens qui sont dans des milieux très défavorisés francophones où c'est Yes No Toaster. Mais le pire, c'est que parce que le chiffre-là pourrait être positif aussi. Là. Gardez ça en tête. Là. Moi, j'arrête pas de me faire dire que hey, t'es un anti-Québécois, t'es tout le temps en train de chialer après le Québec, tout ça. Veux-tu que je sois vraiment quelqu'un qui dit hey, je pense que le Québec a du succès? Voulez-vous que je le dise un jour? Je vais le dire. Je pense qu'en 1962, on a eu du succès. Je pense que c'est la dernière fois qu'on a eu. En tout cas, sur ce plan-là, c'est sûr. Hein. Parce que généralement, une place qui a du succès. Acheter du grand rattrapage au déclin tranquille maintenant disponible sur Amazon. C'est vrai. non, mais ça rentre un peu là-dedans aussi. Là. Non, mais pensez-y un peu, là. La Floride, là, présentement, il y a des bactéries mangeuses de chair, là. Toi, tabarouette, c'est dangereux, la Floride. Regardez les sols migratoires de la Floride, juste pour le fun. Je pense que c'est une place qui a du succès. Pour avoir du succès, c'est que tu es sexy, tu attires les gens. Les gens veulent aller vivre chez vous. Puis
tu sais, on parle de migration interprovinciale. Le fait qu'il fasse fret ici, ça compte pas, là. Je veux dire, Juste ce que tu dis là, Yann, là, j'ai un article qui date de 2022. La Californie connaît sa 4e année consécutive de solde migratoire négatif. En 2021, avec les départs les plus importants que les arrivées, l'État a perdu 367 000 habitants. Pensez-vous que c'est signe d'un endroit qui est en santé, ça? Hey, 300, c'est la Californie. 1% de la population de la Californie. Écoutez, vous haïssez Montréal comme moi aux États-Unis, je méprise la Californie. OK? Le pire, c'est que c'est tellement pour d'un le point de vue raison, naturel, c'est un paradis. Là. C'est ça qui est le pire. Là. Oui, ça c'est beau. Ça être la plus belle place au monde. Là. Oui, c'était très beau. Il y avait une raison pourquoi pendant 100 ans, c'était l'État qui avait la croissance la plus rapide. Tu ne peux pas perdre 1% de ta population en solde migratoire inter-État comme ça. Ben oui. Tu cours à ça s'appelle la Californie. C'est une catastrophe, mais by the way, c'est ce qui nous arrive un peu. Là. Mais pour vrai, mais pour revenir à notre truc sur le Québec, puis on peut passer au Patreon. Parce que quand tu parles. Ben, si tu voulais que le Québec soit super attirant, arrête de perdre des francophones vers d'autres provinces. Ouais, de 1. De 2, ça revient à ce qu'on a toujours dit, augmente la vitalité économique de la communauté francophone. Puis ça se fait pas avec des mesures directes de linguistique, ça vient avec un meilleur système d'éducation, ça vient avec un environnement entrepreneurial qui est plus créatif, qui a moins de barrières, qui est plus innovateur et que les gens, quand ils vont venir ici, ils vont se dire, ben, si je dois commercer avec ces gens-là qui sont massivement plus riches que moi et plus productifs que moi, les francophones, il faut que je leur parle en français. Donc, il faut que je maîtrise le français. Ce que tu veux, parce que le langage, quand tu choisis d'apprendre une langue, il faut que tu dépenses du temps. L'immigrant qui choisit quelle langue il veut apprendre, bien, il va apprendre celle qui a le plus gros rendement des deux en premier. Tu sais quoi qui est une catastrophe? Tu sais quoi qui est une catastrophe? Les gens qui bougent, c'est de la classe moyenne supérieure et des gens riches, en gros. En grosse partie? Ouais, en gros. Ouais. C'est des gens qui ont acheté des REER, ça, dans le passé? Yep. Ça veut dire que c'est des gens qui n'ont pas payé d'impôts provincial quand ils gagnaient des revenus activement au Québec. Fais attention à ce que tu vas dire là. Il y a des longues oreilles qui écoutent. Oui, c'est ça. Donne-leur pas d'idée, parce que la dernière fois qu'on a donné une idée des politiciens, ça a donné les trucs sur la Côte-Nord, les ananas de la Côte-Nord. Oui, c'est ça, c'est en train de se les bananes de Longueuil. Là. Je veux pas donner ta gueule, donne-leur pas des idées. Non, je donne pas d'idées, mais à toutes les fois qu'on perd quelqu'un de 50 ans qui a toute sa vie n'a pas payé d'impôts sur ses REER parce qu'il économisait pour sa retraite, puis qu'on le perd, puis qu'il s'en va dans une autre province, puis qu'il finalement il prend sa retraite dans l'autre province, puis qu'il décaisse ses REER qu'il a gagné au Québec, là. Qu'il décaisse là-bas, puis qu'il paye ses impôts là-bas, alors qu'il n'est plus dans la population active. C'est une putain de catastrophe. Là. Ouais. C'est des impôts que le gouvernement du Québec n'a pas récoltés pendant sa vie active, en se disant, ben c'est pas grave, on va les récolter quand il va prendre sa retraite. Il ne prend pas sa retraite ici. Je suis quand même content qu'il ne soit pas capable de le récolter parce que c'est ça qui fait en sorte que le gouvernement du Québec n'est pas plus gros que ce qu'il est présentement. Oui, c'est ça. Quand je vais vendre mon entreprise, ils n'auront pas une crise de scène, les tabarnak. Je m'en vais décaisser ailleurs, juste pour faire chier. Alors, je veux juste te dire, je veux juste voir s'il y a eu des changements. Je veux voir dans quelle province tu vas te déplacer pour vendre. Il n'y a plus de safe haven. Hein? Toutes les autres provinces canadiennes se sont québécisées. Il restait un château fort qui était à l'Alberta, puis le NPD a passé dessus. Puis, le taux présentement en Alberta, c'est 15% sur le montant en excès de 314 000. Ouais, non, mais c'est parce que tu peux pas comparer ça parce que tu as tous les abattements au Québec et tout ça qui fuck le chien. Ah oui, c'est vrai. Il n'y a plus vraiment de province que son taux marginal dans le plus haut. Tu sais, quand tu vends une entreprise ou tu liquides un REER, tout ça. Là. On verra après 4 ans de Daniel Smith, peut-être ça change. Il n'y a plus vraiment de province que c'est en bas de 48%. Le Québec est 53, là. Mais je veux dire, la meilleure province, je pense qu'elle est à 48. Avant ça, tu avais l'Alberta qui était à 39. Avant notre ligne. Oui, tu as raison. Mais ça se peut-tu que le plus bas, ça se peut-tu qu'on avait checké Mané, puis le plus bas, c'était le Yukon? Nunavut, je pense.
Ouais, un truc de. Ah, là, ouais. Moi, je m'en vais au Il faut Yukon. bien des maudites limites. Là, Yann au Yukon juste pour un statement politique, moi, je trouverais ça épique en esti. Ben, écoute, je veux quand même souligner que Hey, mais c'est te pas... rappelles-tu de Mitch Garber qui avait vendu ses actions et qui disait tu sais, c'était quoi? C'était 4 milliards la vente de son entreprise, lui, à l'époque, si je ne me trompe pas. Puis lui, il dit, je vais payer mes impôts au Québec. Donc, tu sais, il n'a pas fait de mouvement, justement, de résidence principale pour éviter ça. Puis à son époque, si je me rappelle bien, le 39% de l'Alberta était disponible. Là. Il aurait pu, genre, aller Ça, vivre c'est du un an ou signaling qui deux. coûte cher. Là. Il aurait pu aller vivre un an ou deux en Ouais, mais Alberta. j'y crois pas. J'y crois pas que c'est du signaling. Je pense qu'il devait avoir des actifs qui n'étaient pas faciles. Il devait avoir des... Je suis sûr qu'il y avait des technicalités Ah, juridiques. pantoute. Non, pantoute. Vincent, c'est ton lieu de résidence. Où est-ce que tu vis? Dans l'année, puis le pire, c'est que, mettons que tu vends au mois de juin, là, c'est l'année au 31 décembre. Fait que tu as le temps de déménager, aller t'établir là-bas, puis tu te dis non, je ne paye pas mes impôts au Québec. Je suis maintenant un citoyen albertain au 31 décembre. Non, il y avait vraiment la possibilité de déménager puis d'aller économiser vraiment beaucoup d'impôts dans le temps. Là. Ouais, ça, c'est un peu comme Legault qui a mis tout son cash dans les bons du trésor. là. C'est un peu spécial. Là. Bon, Mais, allons sur tu sais, Patreon. non, mais Alors, dernier point que je voulais dire, bon, on va aller sur Patreon. parce que j'ai Peut-être pas envie de aussi- parler de Legault. Là. Non, c'est ça. Mais peut-être que d'un point de vue aussi nationaliste, là, si tu veux que la nation québécoise elle soit florissante, ça, on a parlé de la migration interprovinciale, mais peut-être aussi que tes cerveaux qui sont obligés de s'exiler partout ailleurs parce qu'il n'y a pas de place pour eux autres ici, c'est peut-être on pourrait réfléchir à ça. Comment ça se fait que des Pierre Desrochers sont à Toronto, des Vincent Gelozo sont aux États-Unis? Comment ça se fait que Mathieu Bock-Côté, il fait carrière en France essentiellement et non ici? Et que si, je vous garantis une chose, si le Parce que journal... ça le rapproche de la tombe de Charles de Gaulle. Mais je vous garantis une chose, si PKP n'existe pas, Mathieu Bock-Côté, il n'a aucune tribune ici. Effectivement. C'est sûr. Ça, je suis En à fait, peu je suis près pas certain. convaincu. Je pense qu'il serait capable d'avoir une tribune, mais il serait pas aussi présent, for sure. Ouais, Non, puis mais il serait faudrait capable qu'il... d'avoir une tribune au Québec, mais il n'y en a plus besoin. Non, mais avec le discours qu'il Non, a, ce qu'il dit, c'est les sans propos qu'il PKP. tient, sans PKP, il n'y a personne qui le publie ici. Là. Ah, OK. C'est ce que je veux dire. Dans le climat où on est. Mais ça aussi, si tu te préoccupes de l'avenir de la nation, puis tout ça, ça passe par le monde, mais ça passe aussi par... moi, personnellement, ça ne m'enchante pas tant que ça. Ça ne me dérange pas. Je veux dire, tout le monde est libre de savoir ça, mais moi, de savoir que des gens qui ont une carrière dans l'académique sont ailleurs parce que ici, les gens en veulent pas, là, moi, je trouve ça épouvantable. Mais on prend des gars du FLQ. Hein. Ouais, c'est ça. On Ouais. prend des gars du FLQ puis des En passant, pro-décroissance manger de luzerne. on a oublié que make the FLQ irrelevant, but also #make the PNQ liberal again. Exact, c'est là-dessus qu'on va passer pendant que le message défile à l'écran. As-tu apprécié le sourire de Monsef Déragi dans son entrevue par rapport à ça? J'ai pas vu le vidéo, hein. J'ai juste écouté l'audio. Okay, il y avait un beau sourire. Dans la vidéo, c'était quand même assez intense. Bon, ben sur ça, tout le monde, joignez-vous à nous sur le Patreon. On répète aussi que c'est c'était le dernier podcast avant une petite pause d'à peu près 4 semaines sur le trio. On revient après en force. On a des idées d'invités, de gens qui vont pouvoir venir dans le podcast. Ça va être quand même super le fun. Fait que profitez-en s'il y en a que vous avez manqué. C'est des sujets temporels sur la langue, l'inflation, l'immigration, le dumping économique. Il y en a plein. Vous avez un essai gratuit de 7 jours aussi. Si vous essayez de vous clencher les 95 épisodes du trio économique en 7 jours, vous méritez votre essai gratuit. Ouais, je pense que oui. Sur ce, ben, on passe à cette partie-là. Merci tout le monde d'avoir été là.